Alors, ça marche? Oui. Oula, c'est surprenant. Bonjour à tous. Moi aussi que. Bonjour à tous et merci d'être venus pour cette première journée de la 4e édition du Salon Amour et Handicap. Vous nous avez manqué énormément. Donc, tous les 2 ans, on vous propose cet événement. Et donc là, ça commençait à faire long. Donc, on est ravis d'être là, on est ravis de vous accueillir. Pour le petit rappel, et après, on va laisser la main directement sur la projection et la table ronde parce qu'on a pris un petit peu de retard. Bon, c'est le quart d'heure classique pour tous les salons. Amour et Handicap, donc c'est un salon qu'on propose tous les 2 ans, qui a lieu à chaque fois à Hyères. Ville qui est partenaire de l'événement depuis 2018. Donc on a fait 1, 2, 3, et là c'est la 4e édition quand même. Ah bon, on peut applaudir. 4e édition de ce salon, donc, qui est co-organisé par 2 associations. APF France Handicap, PACA Corse. On est, PACA Corse. Et l'ARI Association Provence, qui est une association qui se situe plutôt dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Voilà, donc nos 2 associations, on s'est mis ensemble pour organiser cet événement. Et on a des partenaires, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Et donc nos partenaires pour cette édition, cette 4e édition, c'est le dispositif Intimagir PACA. Et vous allez avoir le plaisir de découvrir Sandra, qui est coordinatrice de ce dispositif. Et un autre dispositif qui est partenaire aussi de cette édition, c'est Cap Parents, PACA aussi. Ben oui, parce que PACA, on est les plus forts. Eh oui. Si vous voulez avoir plus d'infos, ça c'est juste... si vous voulez avoir plus d'infos sur Intimagir PACA, Cap Parents PACA ou d'autres associations qui sont présentes et qui sont représentées ici avec les intervenantes qui vont se présenter tout à l'heure, tout le monde tient des stands de là-bas. Donc après cette table ronde, vous pouvez aller les voir et aller discuter avec elles et découvrir qu'est-ce qu'elles proposent, c'est quoi leur mission, etc. Dernière chose que je voulais dire, c'est important quand même, un événement comme celui-là, donc il faut beaucoup de temps pour l'organiser, il faut être nombreux, une équipe, donc là Cécile qui représente l'association ARI, APF France Handicap, les collègues de Cap Parents, comme je vous disais, d'Intimagir, et il faut aussi des sous. Donc, je profite de ce temps-là où j'ai le micro et on dirait que j'ai plus envie de le lâcher. Je vais le lâcher, ne vous inquiétez pas, pour remercier tous ceux qui nous ont aidés financièrement à organiser ce salon. Donc, je vous disais, la ville de Hyères, l'Agence régionale de santé PACA, le Fonds Savio, c'est une fondation abritée par la Fondation de France. Voilà. Donc ces trois dispositifs, etc., nous ont aidés à financer cette 4e édition. Je vais me taire parce que ce qui arrive est beaucoup plus intéressant. Donc on va visionner avec Sandra, si tu veux bien venir me rejoindre. On va visionner donc la mini-série qui a été travaillée avec Intimagir PACA. Juste avant de laisser la parole à Sandra, normalement à l'accueil, à l'entrée de la salle, on a demandé si des personnes avaient besoin de la version en audio description. A priori, non. Si on est passé au travers de quelqu'un, qu'elle se déclare tout de suite. Sinon, on va passer la version sans audio description. Je vous souhaite un bon visionnage et une bonne table ronde. Merci Sandra. Bonjour à toutes et tous, je suis très impressionnée et donc je vais appeler Ada pour venir me soutenir tout de suite. Donc je suis Sandra Pignol, je suis la coordinatrice du centre ressources Intimagir de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc Intimagir, très rapidement, c'est un centre ressources qui travaille sur la vie intime, affective et sexuelle
le soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap et également la prévention et la lutte contre les violences qui leur sont faites. Voilà, et je suis accompagnée aujourd'hui, souvent, mais aujourd'hui en particulier, d'Ada. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et tous, je m'appelle Ada Belli, je suis comédien et scénariste d'une série qui s'appelle Vestiaire, qui passe sur France 2, le samedi soir, après Laurent de la Housse. Et alors ça fait 11 ans et du coup ça commence un peu à me marquer, parce que ça fait des années qu'on me confond avec lui. Et on ne me reconnaît pas parce que je suis habillé dans le civil, c'est toujours pareil. Donc j'ai rencontré donc Intimagir dans le cadre du CREAI. Et l'idée c'était de parler d'Intimagir et des différents sujets qu'on peut aborder, mais avec la légèreté, le ton et l'angle de vue, le point de vue qu'on a sur la série. Donc vous allez voir, c'est un peu décalé, ça se veut drôle, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Et l'idée c'est surtout de créer et de débattre après ces épisodes. Donc si vous aimez, j'accepte que vous aimez, c'est très bien. Si vous n'aimez pas, vous me faites un signe et que je me sauve. Je ne cours pas beaucoup avec mes béquilles, je ne cours pas vite, mais je peux au moins aller jusqu'à la gare en courant et te laisser gérer la suite. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je serai là après pour échanger avec vous si vous avez besoin. Merci. On se disait aussi, on se redisait avec Nassima qu'on allait dire deux mots sur le principe de l'inversion. Est-ce que tu veux démarrer ? Du coup, je vous dis le concept, donc vous allez le voir, mais bon, je vais vous le raconter quand même, parce que l'idée, c'est comment parler d'un sujet aussi sensible que le droit à la parentalité, le droit à la sexualité, qui n'ait pas été fait, qui puisse interpeller un peu plus que ce qu'on fait d'habitude. Donc, on a choisi l'angle de l'inversion, c'est-à-dire on imagine, tenez-vous bien, qu'on est dans un monde où la norme est d'être handicapé. C'est pas évident. Et donc, quand on voit un valide, c'est pas facile, tu vois, de trouver un travail quand tu es valide, tu vois, dans des entreprises où il n'y a pas d'escalier, ni rien. C'est un peu compliqué. Et donc, en fait, c'est une idée qu'on a eue il y a une quinzaine d'années avec un copain, et qui a plutôt séduit les entreprises qui nous disaient, voilà, nous on a des problèmes, on n'arrive pas à sensibiliser sur le handicap. Alors on a dit, écoutez, on va sensibiliser sur la validité. Donc on a fait des premiers épisodes, c'était un monsieur valide qui cherchait, qui avait un entretien d'embauche avec un gars en fauteuil roulant qui était DRH et qui était très embêté d'avoir un valide dans sa boîte parce que rien n'était adapté pour le recevoir. Et donc on a multiplié ça jusqu'au jour où on vous a rencontré et on s'est dit comment on peut parler de ces sujets-là en utilisant l'inversion. Donc voilà, c'est vraiment à but décalé et faire rire tout en gardant le fond, c'est pas clownesque non plus, mais voilà, c'est un choix d'une manière de parler autrement. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est pas la réalité. Quoique. Merci. Alors, on va démarrer par les épisodes tout de suite, juste pour poser en fait comment on va s'organiser là, dans la grosse heure, petite heure et demie, je sais pas, je regarde, compte tenu du retard, tout ça. Enfin, du temps qu'on va passer ensemble, ça va se passer comme ça. On fait les décors à vue. Merci. Tout de suite, on va démarrer par un premier épisode et on a fait le choix dans la préparation d'enchaîner les 4 épisodes. Donc, ce sont des épisodes courts. On part sur une quinzaine de minutes de visionnage. On fera peut-être un tout petit temps de réaction à chaud si quelqu'un veut exprimer une réaction à chaud dans le public, quelqu'un qui aurait des choses à exprimer juste après le visionnage. Mais l'idée, c'est de vous redonner la parole après le moment d'échange avec nos intervenantes du jour. Que j'ai pas encore pris le temps de présenter, je m'en excuse, je dis vos prénoms, noms, on le dira après, sinon. Par ordre d'apparition sur scène, Carole Blanchard, Virginie Perret, vous pouvez applaudir, hein. Agnès Morandisa et Nadia Morand. On prendra le temps de situer de quelle place chacune parle, bien sûr. Après la table ronde, un petit temps d'échange avec vous, si vous le souhaitez, si vous avez des questions ou des remarques. Voilà. Intimagir Provence-Alpes-Côte d'Azur et Talentéo vous présente Inversons les rôles pour aimer et être aimé sans différence. La vie active. Dans une salle de pause, un homme en béquille boit un café. À côté de lui, un homme de petite taille est sur son téléphone. Non, aucun date. C'est ça, avec la nouvelle mode de l'inclusion, là, impossible de savoir si la fille est normale ou pas. Oui, c'est le principe de l'inclusion. Oui, bon. Mais d'ailleurs, toi, t'es déjà sorti avec une valide? Oh, non, mais
Tu sais que c'est hyper indiscret de poser des questions comme ça? Bah oui. Bon bah changeons de sujet. Est-ce que tu as rencontré Manon, la nouvelle de la boîte? Manon, ah bah non, mais rassure-moi, elle est normale, moi. Elle est amputée du bras droit. Ah, ça, c'est cool. Une belle jeune femme amputée du bras droit arrive du fond de la salle, des dossiers à la main. Ah bah tiens, là voilà. Quand on parle de Manon, on envoie le moignon. Manon, coucou. Hey, salut Pierre, ça va? Ouais. Elle vient se placer entre les deux hommes. Alors Manon, je Et te dis-moi, présente. t'es déjà sorti avec un valide? Eh, on n'avait pas dit que c'est indiscret comme question, ça. Bon, bah maintenant, je te présente Pablo. Enchanté Pablo. Non mais t'inquiète pas, ta question me dérange pas. Et non. Enfin, si, puisque mon compagnon est valide. Ah, c'est bien. Quel courage. Non, vraiment, quelle résilience. Bon, te formalise pas, il est tombé dans la connerie quand tu étais petit. Eh, vous vous êtes rencontrés comment? Sur un site de rencontre inclusif. Tu vois? C'est ce que je disais, c'est ça le problème. C'est qu'avec ces sites, tu peux cacher ta différence. Après, honnêtement, un valide, ça peut être pratique, hein, pour les courses, pour le ménage. Oui, enfin, les courses, le ménage, c'est pas ça qui va te faire grimper au vélo. Hein. Enfin, sauf si tu veux les décrocher. Enfin bon. Bah, moi, c'est vrai qu'au début, je savais pas hein, qu'il était valide. C'était un peu une surprise. Moi, je pensais qu'il avait une sclérose en plaques. Le fourbe. Et comment tu l'as démasqué? C'est quand il m'a dit que ses plaques étaient à induction, que là, j'ai senti qu'il y avait un petit... Vous savez que, d'après la mission validité, 85% des validités sont invisibles. Indétectables. Eh oui, eh ben c'est pour ça. Moi, je pense qu'il faudrait poser la question directement, dès le premier date. T'es normal ou pas? Bah, bonjour l'inclusion. Ah bah oui, mais attends, t'as des trucs, toi, pour détecter si la personne est valide ou pas? Hein? Je sais pas, déjà, tu pourrais voir si elle s'est garée sur une place de parking valide ou si elle sort des toilettes valides, par réflexe. Ah oui. Et puis, je sais pas, t'as qu'à dire que toi, t'es valide déjà pour voir comment elle réagisse. Ah bah oui. Ah bah ça, c'est pas... Enfin, c'est pas con. Bah non, parce que enfin, là, elle va vite se rendre compte que... Ouais. Bon, après, il faut faire gaffe parce qu'il y en a qui sont malins, hein. Ils se prennent en photo, en fauteuil et tout. Moi, personnellement, je trouve ça un peu honteux de cacher sa validité à ce point-là, mais... Ah ouais, mais bon, les amis, mettez-vous à leur place. Bah, c'est pas évident de pas être handicapé de nos jours. Bah oui, mais on peut pas se rendre compte, nous. Bah quand t'es normal, comme nous. Ouais, comme nous. Bon, ben messieurs, bonne journée. Salut Manon. À plus tard. Manon sort de la pièce. Bientôt, j'espère. Belle, intelligente, normale. Tu vois, elle serait pas maquée. J'aurais bien invité au resto. Pablo, elle est amputée. Elle est pas aveugle. Pablo, l'homme de petite taille, sort de la pièce. Pierre, l'homme en béquille, sourit en buvant son café. Intimagir, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Manon arrive devant un ascenseur, des dossiers à la main. Elle regarde autour d'elle et sort son bras droit dissimulé dans sa veste et appuie sur le bouton d'appel de l'ascenseur. Elle cache son bras dans sa veste et siffle comme si de rien n'était. Inversons les rôles pour aimer et être aimé sans différence. Une série de 4 vidéos à découvrir sur la vie affective, la parentalité, la santé sexuelle et le consentement. On est concerné aussi. Ma sexualité me regarde. On peut être en situation de handicap et avoir une sexualité épanouie. Ma vie intime ne doit pas être un tabou. Les centres ressources Intimagir ont été créés suite au Grenelle des violences conjugales en 2019, au cours duquel une attention particulière a été portée aux filles et aux femmes en situation de handicap victimes de violences. Les centres ressources Intimagir écoutent, informent et orientent les personnes en situation de handicap, les aidants et les professionnels sur la vie intime, affective, sexuelle, la parentalité, les violences sexistes et sexuelles. Si vous avez des questions sur ces sujets, prenez contact avec le centre ressources Intimagir de votre région afin qu'il vous conseille et vous oriente vers des interlocuteurs adaptés à vos besoins. Une série écrite par Ada Abdelli et Stéphane Rivière pour le centre ressources Intimagir PACA, avec Ada Abdelli, Anaïs Fabre, Christophe Luder. Réalisation Chris Martin, assistant image Baptiste Duval. Remerciements l'ADAPI 69 et l'ESAT Jacques Chavant à Lyon, le cabinet d'ostéopathie du campus à Grenoble et l'équipe du centre ressources Intimagir PACA. Inversion est un concept original et une propriété exclusive de Talentéo et de l'agence T by Talentéo. Intimagir, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Talentéo vous présentent Inversons les rôles pour aimer et être aimé sans différence. La parentalité. Installez-vous, madame Laval. Un médecin de petite taille ausculte maladroitement une jeune femme valide assise sur une petite table d'examen. Alors, je suis désolé, on n'a pas encore reçu la table pour valide. Alors,
Qu'est-ce qui vous amène, mon petit? Bah écoutez, à part les soucis liés à ma validité, c'est vrai qu'ils m'embêtent un petit peu au quotidien. J'ai enfin trouvé un emploi en CDI dans une boîte adaptée avec des escaliers un peu partout, donc c'est super. Et je viens vous voir parce que bah, c'est vrai que cette stabilité, ça me permet d'envisager plus sereinement mon avenir. Voilà une bonne nouvelle. Et donc, j'aurais un petit conseil à vous demander. Oui. Alors, vous avez mal quelque part vous? Non, je vous explique. En fait, ça fait bientôt 5 ans que je suis avec mon compagnon et on envisage d'agrandir la famille. Alors, quand vous dites agrandir, vous pensez acquérir un animal de compagnie, c'est ça? Non, on voudrait un enfant. Un enfant. Vous voulez adopter? Non. On voudrait, mon ami et moi, être les parents d'un enfant que je porterai moi. Enfin, je voudrais tomber enceinte. Je voudrais être maman, quoi. Ah oui, quand même. Là, oui. Ça vous paraît impossible? Le médecin va s'asseoir à son bureau. Impossible. Non. Dans l'absolu, rien n'est impossible, mais c'est compliqué. Votre mari est valide également, je crois. Hein? Oui, il est valide. Et vos parents? Valide. Des deux côtés. Je crois que j'ai un arrière-grand-père, peut-être, qui aurait été handicapé, enfin normal, comme vous. Accident de Landau 1915, je crois. Mais je sais rien de plus. Je sais que ses parents ont déshérité parce qu'il a épousé mon arrière-grand-mère qui était valide, mais c'est tout. Oui, mais alors là, c'est une lignée de valides, là, ça va pas aider. Hein. Non, une grossesse dans ce cadre-là, on se dirige directement vers un enfant valide, assurément. Ah ouais, vous êtes sûr? Parce que je crois que j'ai lu quelque part que ça pouvait peut-être sauter une génération ou deux. Non, vous savez, faut pas écouter ni lire ce qu'on peut voir dans les médias. Non, voilà. Fake news, tout ça. Là, ça n'arrive jamais, je peux vous l'assurer. Hein. Non, là, moins de... Non, sauter une génération, mais là, c'est même pas une génération, c'est un arbre généalogique, voire une forêt entière qu'il faudrait sauter. Là, Mais moi, je connais un couple d'amis valides qui ont quand même réussi à avoir un enfant normal, enfin handicapé comme vous. Oui, mais il devait y avoir un Andy dans la famille. Mais vous savez, on se sent prêts, mon ami et moi, on a très envie de vivre cette aventure à deux. On se dit qu'avec les progrès de la science, peut-être que c'est possible maintenant. Madame Laval, est-ce que vous avez la moindre idée de ce que c'est que d'élever un enfant valide? Alors oui, ça oui, puisque vous l'avez vécu vous-même, mais justement, sachant ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez envie que votre enfant vive la même chose? En tout cas, je sais que vraiment, on se sent capable d'en avoir un. Et puis, il y a les aides. Oui. Encore une fois, j'entends bien, mais Madame Laval, il y a une différence entre se sentir capable d'avoir un enfant et en faire un. Hein? Mais vous savez, docteur, notre envie d'enfant, elle est légitime. Oui, je ne dis pas le contraire, c'est légitime. Mais n'est-ce pas encore une fois un petit peu faire preuve d'égoïsme? Alors, vous savez, 100% des couples valides qui sont venus me voir ici, avec cette lubie d'avoir un enfant, je les en ai dissuadés. D'ailleurs, c'est un petit moment que je n'ai pas eu de leurs nouvelles. Donc pour vous, c'est impossible. Disons qu'elle est infime. Vous êtes heureuse avec votre mari, n'est-ce pas? Oui. Bien alors. Pourquoi chercher compliqué? Pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure en début d'entretien. Hein? L'option d'avoir un animal de compagnie. Bonne idée, ça. Hein? Intimagir Provençal Côte d'Azur. Commencez par un poisson rouge, un hamster, puis après un petit chat, un gros chat, un petit chien, un gros chien. Inversons les rôles pour aimer et être aimé sans différence. Une série de 4 vidéos à découvrir sur la vie affective, la parentalité, la santé sexuelle et le consentement. On est concerné aussi. Je suis en situation de handicap et j'ai des enfants. Oui, on peut être en situation de handicap et être parent, c'est un droit fondamental. Toutes les parentalités sont différentes. Et alors?
Les centres ressources Intimagir ont été créés suite au Grenelle des violences conjugales en 2019, au cours duquel une attention particulière a été portée aux filles et aux femmes en situation de handicap victimes de violences. Les centres ressources Intimagir écoutent, informent et orientent les personnes en situation de handicap, les aidants et les professionnels sur la vie intime, affective, sexuelle, la parentalité, les violences sexistes et sexuelles. Si vous avez des questions sur ces sujets, prenez contact avec le centre ressources Intimagir de votre région afin qu'il vous conseille et vous oriente vers des interlocuteurs adaptés à vos besoins. Une série écrite par Ada Abdelli et Stéphane Rivière pour le centre ressources Intimagir PACA, avec Ada Abdelli, Anaïs Fabre, Christophe Luder. Réalisation Chris Martin, assistant image Baptiste Duval. Remerciements l'ADAPI 69 et l'ESAT Jacques Chavant à Lyon, le cabinet d'ostéopathie du campus à Grenoble et l'équipe du centre ressources Intimagir PACA. Inversion est un concept original et une propriété exclusive de Talentéo et de l'agence T by Talentéo. Intimagir Provence-Alpes Côte d'Azur et Talentéo vous présentent Inversons les rôles pour aimer et être aimé sans différence. La santé sexuelle. Bon, ça c'est bon. Un formateur en béquille, une télécommande à la main, est assis sur le bord d'un bureau. Derrière, un écran avec un diaporama. Prévention et santé sexuelle. Prévention et santé sexuelle, ça c'est tranquille. J'ai mon PowerPoint, et ben voilà, tout est prêt. Bonjour, je suis Jules. Un homme et une femme, valides, arrivent et s'assoient dans la salle. Toutes les chaises autour d'eux sont vides. Bonjour. Il n'y a que vous deux? Bah oui. Ah, d'accord. Ah, je suis contente de faire ça. C'est vrai, on n'a pas trop l'habitude de parler de ce genre de sujet pour nous les valides. C'est toujours un peu tabou, quoi. Pardon? Mais pour nous, les valides, c'est souvent une histoire et au lit. Et du coup, une fois au lit, on est perdu, quoi. Parce que vous êtes valides tous les deux? Ouais. Ah, ok. Ben, on m'avait pas prévenu. Du coup, je suis pas sûr d'avoir le bon support. Hein. En fait, pour être honnête, je n'ai pas l'habitude de parler de ces sujets-là avec des valides. C'est pas un gros mot, hein. Non, mais c'est pas grave, vous avez qu'à nous parler comme pour les autres. Vous avez qu'à nous expliquer comme si on était normaux, enfin handicapés, quoi. Bah oui, finalement, à part 2-3 petits trucs en plus, on est pareil, hein. Oui, enfin, 2-3 trucs, un peu plus quand même. Hein. Bon, alors vous savez ce que je vous propose. Je passe les slides et puis on voit ce qui vous concerne, ok? Ok. Ça marche. Alors, le premier sujet, bon, c'est les MST, mais bon, il y a peu de chances pour que ça vous arrive. Hein. Quoi? Si, bien sûr que si. D'ailleurs, on dit des IST hein, maintenant. Oui, ben ça je sais. Hein. IST. Et vous savez ce que ça veut dire d'ailleurs? C'est pas initiation spécialisée au tricot. Hein. Bah, on sait. C'est infection sexuellement transmissible. Et si tu fais pas gaffe, ça peut gratter. Oh que oui. Et d'ailleurs, c'est quoi la prévention pour ça? C'est pas pour moi, hein, c'est pour une amie valide. Pour vous, je sais pas. Hein. J'imaginais même pas que vous étiez au courant de ces choses-là. Non, sinon, il y a le dispositif Intimagir pour vous, je pense. Hein. Ok. Bon, alors, la dernière slide, ça, je suis sûr, ça vous concerne pas. Qu'est-ce que c'est? Accès aux soins, comment prendre rendez-vous avec un gynéco et être suivi. Ah bah si, ça nous concerne. Alors nous, c'est même pas que c'est galère, c'est impossible d'avoir un rendez-vous. Là-dessus, on n'est vraiment pas sur un pied beau d'égalité, hein. Bon, je sais pas quoi dire. Bah, sûrement que là aussi, Intimagir est fait pour nous. Oui, voilà, c'est ça. Intimagir, voilà. Et c'est vrai que quand on est normaux, on reçoit des courriers pour le dépistage? Bah ouais. Pourquoi vous en recevez pas ici? Ah non. Alors, on nous le donne pas. C'est bizarre quand même. Et on en fait quoi de ces courriers? Si c'est comme pour tout le monde, normalement, il faut les lire ou les faire lire et prendre rendez-vous. Ok, c'est clair. Ouais, très clair. Bon, alors, la dernière slide, c'est la santé et la prévention sexuelle. Le VIH. Bon, j'ai des goodies, mais bon... Ah, moi je veux bien, c'est des préservatifs? Ah, bah je suis chaud, j'en ai plus, ça m'arrange de fou. Vous allez en faire quoi? Bah, des ballons, tiens. Bah non, mais c'est juste qu'après l'histoire du soir, on passe à Martine au pays des bisous. Ok. L'homme valide se lève et prend les préservatifs des mains du formateur. Intimagir Provence-Alpes Côte d'Azur. Ouais. Amusez-vous bien. Hein. Le formateur est toujours assis sur son bureau, dépité. Merci beaucoup. Je vais changer de métier. Inversons les rôles pour aimer et être aimé sans différence. Une série de 4 vidéos à découvrir sur la vie affective, la parentalité, la santé sexuelle et le consentement. On est concerné aussi. Avoir des informations sur la sexualité, c'est prendre soin de ma santé. L'accès à la prévention et à l'éducation sexuelle est un droit pour toutes et tous.
valides et handicapés. Les centres ressources Intim'Agir ont été créés suite au Grenelle des violences conjugales en 2019, au cours duquel une attention particulière a été portée aux filles et aux femmes en situation de handicap victimes de violences. Les centres ressources Intim'Agir écoutent, informent et orientent les personnes en situation de handicap, les aidants et les professionnels sur la vie intime, affective, sexuelle, la parentalité, les violences sexistes et sexuelles. Si vous avez des questions sur ces sujets, prenez contact avec le centre ressources Intim'Agir de votre région afin qu'il vous conseille et vous oriente vers des interlocuteurs adaptés à vos besoins. Une série écrite par Ada Abdelli et Stéphane Rivière pour le centre ressources Intim'Agir PACA, avec Ada Abdelli, Anaïs Fabre, Souleymane Touré. Réalisation Chris Martin, assistant image Baptiste Duval. Remerciements l'ADAPI 69 et l'ESAT Jacques Chavant à Lyon, le cabinet d'ostéopathie du campus à Grenoble et l'équipe du centre ressources Intim'Agir PACA. Inversion est un concept original et une propriété exclusive de Talentéo et de l'agence T by Talentéo. Salut madame. Bonjour Madame Lucie. Vous êtes resplendissante. Oh, c'est gentil, c'est flatteur ça. Non, je dis juste la vérité. Dis-moi, j'aimerais bien te demander un petit service. Bien sûr, tout ce que vous voulez. T'as pas une petite idée? Non. Allez, fais un petit effort. Ah non, je vois pas. Écoute, j'en ai follement envie. Pas toi? Non, mais non, en plus, vous en avez pas besoin. Oh, mais... personne ne sent. J'en ai pas envie. Je peux gentil avec toi d'habitude? Si, mais j'en ai pas envie. On dit ça au début, puis une fois dans le feu de l'action, tu sais, ça passe tout seul. C'est le coup d'une fois rapide, c'est pas comme si ça allait durer. Puis c'est pas comme si tu me faisais du charme il y a encore, 30 secondes? Alors, je vous prie de m'excuser, mais je crois que mes propos ont été mal interprétés. Ok, dommage. Valide comme t'es, tu sais, ça t'arrivera pas tous les jours une proposition comme ça. Écoutez, je vais vous demander d'arrêter, sinon je vais devoir en parler à la direction. Ils vont faire quoi? Ils vont croire qui? C'est ta parole contre la mienne? Qui va croire invalide? Ah non, faites pas ça, ils vont me renvoyer du centre. Écoute, c'est bien simple. Si tu veux pas, c'est moi qui vais dire à tout le monde que tu m'as harcelé. Regarde, tu verras, c'est pas sorcier. Voilà. Elle était un petit privilégié, toi. J'espère pas toucher mon joystick à tout le monde. Hein. C'est vraiment pas mon truc. Vas-y, fais le tour de la table. Je suis pas à l'aise. Tu vois, c'est rien. Et ce sera notre petit secret. Mais et si quelqu'un nous surprend? Mais personne. S'il y a personne. Écoute, si tu le dis à personne, moi je le dirai à personne non plus. Ce sera notre petit secret. Ah, j'en avais tellement envie. Ah, j'en avais tellement envie. J'adore. On est concerné aussi. Non, c'est non. Qu'on le dise avec la tête, avec des signes, avec les mains, avec le regard. Quand on dit non, il faut que cela soit entendu. Le consentement doit être réciproque. C'est quand je veux, quand nous voulons, tous les deux. Quelqu'un voudrait bien rallumer la lumière, attention les yeux. Merci. Merci beaucoup. Oh. Merci. Alors, on va se réinstaller. Est-ce que... Hop, je vais me mettre par là, si je peux. Ada, tu fais ton timide. Ouais, t'as peur des réactions des personnes ici présentes. J'aime bien être appelé, c'est facile.
Voilà. Alors, pendant qu'on installe, qu'on fait le décor un peu à vue, est-ce que quelqu'un souhaite exprimer quelque chose suite au visionnage, comme ça, juste après? Après, il y aura un temps d'échange avec vous et de questions. Non, ok, je suis un peu impressionnée. D'accord. Alors, est-ce que le micro fonctionne? Merci beaucoup pour cette question. J'ai une question tout à l'heure. Vous disiez que le projet était né il y a 15 ans. Et pourquoi 15 ans entre la naissance du projet et la création? En fait, quand la série est arrivée à la télé, les entreprises, essentiellement, ont été sensibilisées au fait de parler du handicap avec un peu d'humour et de décalage. Parce qu'ils se rendaient compte que quand eux organisaient des événements autour du handicap, très souvent, ils n'avaient pas beaucoup de monde, ou alors c'était un peu anxiogène pour leurs collaborateurs. Et donc, ils nous ont demandé si on avait un concept, et tout de suite, on a proposé l'inversion. Et c'est pourquoi autant de temps, c'est une des premières fois où on sort du cadre professionnel. En fait. On faisait essentiellement les RH, l'accessibilité, tout ce qui existe pour le handicap. Donc, on a inversé. Donc, je fais beaucoup de... Et la semaine dernière, on a tourné un clip pour Honnête, par exemple. Donc c'est vraiment des grosses structures qui nous atteignent. C'est la première fois qu'on va dans des sujets aussi sensibles, finalement. Et ça a été très compliqué pour avoir ces idées que vous avez vues. Là, on a fait pas mal de réunions avec toi, avec toute l'équipe, pour savoir vraiment ce qui était intéressant. Et moi, ce qui m'avait le plus choqué, c'est que souvent, le découragement venait du milieu médical. Et donc, voilà, c'était quand on est scénariste, c'était un vivier pour pouvoir... parler différemment. Voilà. Donc, d'où l'inversion traitable effectivement sur ces sujets-là. Et peut-être, oui, pour compléter ce principe d'inversion et tout le travail mené dans le champ peut-être de l'insertion professionnelle ou dans d'autres secteurs, je dirais. Et il a fallu du temps, effectivement, pour arriver sur ces sujets que vous avez vus là aujourd'hui. Mais quand même, au niveau de notre travail entre nous, c'est l'affaire de quelques mois. Enfin, on a une gestation moins longue sur un petit imaginaire. Ça s'est fait de manière plus rapide une fois qu'on s'est mis au travail sur ces sujets et qu'on s'est dit que ça avait du sens. En tout cas, on avait envie d'essayer de créer quelque chose sur ce ton-là décalé. Voilà. Je ne sais pas si on a répondu. Merci. Eh bien, c'est parti pour la parole est à vous. Je vais te redonner la parole, Nadia. Est-ce que vous êtes OK, chacune à votre tour, dans votre prise de parole, de vous présenter vous-même, si ça va? L'idée, là, la première question, Nadia, une fois que tu t'es présentée ou représentée, pour les personnes qui te connaîtraient déjà, ce serait peut-être de partager une première réaction suite à ce visionnage, ou surtout les réflexions que ça peut t'inspirer au regard des sujets sur lesquels tu travailles. Est-ce que je suis là? Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, celui-ci, quoi. Oui. Non. Aidez-moi, ouais. Et là? Oui, ça a l'air mieux. Ok. Donc, je m'appelle Nadia Moran, je suis sexologue clinicienne, je suis formatrice également. Je travaille, je forme des professionnels de santé et des professionnels de l'éducation sur les questions de santé sexuelle et de handicap et de validisme également. Je suis activiste, je suis membre de l'association Les Dévalideuses, qui est une association féministe et anti-validiste. Et je fais également du plaidoyer, c'est-à-dire que je vais dans des instances nationales ou internationales pour défendre les droits sexuels et la justice sexuelle pour les personnes handi, entre autres. Et bien oui, du coup par rapport à ce visionnage, moi ça fait tout de suite écho justement à cet engagement contre le validisme. Je vais tout de suite vous parler de ce que c'est que le validisme, parce que je sais que le mot n'est pas très connu. Dans la salle, qui a déjà entendu le mot validisme? Ok. Donc le validisme, c'est un système d'oppression, comme le sexisme ou le racisme, qui met les vies, qui donne des valeurs différentes aux vies des gens, en fonction de leur état. Et là, en l'occurrence, c'est le fait que
d'être valide dans notre société aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mieux vu et pour lesquels le monde est mieux adapté quand on est valide que quand on est handicapé. Et c'est justement ce qui a été super bien montré dans ces quatre vidéos. C'est tout ce système, vraiment cette oppression qui est structurelle et qui nous impacte dans toutes les interactions sociales et dans la vie, parce que notre environnement n'est pas adapté, est plutôt adapté aux valides plutôt qu'à nous. Et ce validisme, le fait que cette oppression, elle perdure, elle est aussi beaucoup liée aux représentations. Et donc là, le fait d'avoir ces 4 vidéos, et puis encore plein d'autres, si j'ai bien compris, ça permet, et puis notamment Vestiaire, ça permet d'aller changer les représentations, parce que les représentations, elles sont aussi... elles forment notre esprit. Donc, pour avoir une société moins validiste, c'est important d'avoir des représentations qui nous font bouger. Très souvent, dans les représentations, quand il s'agit d'être représenté en tant que personne handicapée, il y a un grand écart entre la réalité et ce qui est montré dans les films, dans les séries. L'ARCOM a montré qu'aujourd'hui, les personnes handicapées, elles représentent moins de 1% des représentations dans les médias, alors qu'en fait, on représente 20% de la population. Donc c'est pas normal d'être 20% et d'être aussi peu représenté. Et quand on est représenté, très souvent, on est mal représenté. Très souvent, les représentations des personnes handicapées dans les médias, elles sont sous 3 angles la plupart du temps. Donc, ce qu'on appelle l'inspiration porn, la pornographie inspirationnelle, c'est ce qu'on retrouve par exemple avec des choses comme le Téléthon, le fait de se servir des personnes handicapées pour susciter de la pitié. Ça, c'est un vrai problème en termes de représentation, parce que du coup, on s'imagine que le handicap doit susciter la pitié. Il y a aussi ça, par contre, c'était le misérabilisme, c'était pas du tout l'inspiration porn. Pardon, je suis désolée. Ça, c'était le misérabilisme. L'inspiration porn, c'est l'inverse. C'est les Paralympiques, par exemple. C'est le fait de se dire que les personnes handicapées doivent être des inspirations pour les personnes valides. Oh, c'est génial, ouais, cette personne, malgré son handicap, elle a dépassé son handicap. Elle a monté l'Everest, elle a fait plein de choses. Et donc là aussi, on est comme des objets, on n'est pas sujet, mais on est objet d'inspiration. Non, ça va. Et puis, il y a la troisième représentation pour laquelle on est aussi en tant qu'objet, c'est le fétichisme. Alors là, ça n'a pas encore été abordé, mais ça pourrait être un sujet aussi. En tout cas, voilà, s'attaquer aux représentations pour changer les mentalités et pour aller déboulonner ce validisme ambiant, c'est un super pas. C'est vraiment important. Et c'est important aussi parce que dans ce validisme, il y a une question qui passe souvent à côté. C'est la question du plaisir. Et là, voilà, on est là pour ce salon Amour et Handicap, pour parler de santé sexuelle et dans la définition même de la santé sexuelle de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a au centre la question du plaisir. La sexualité, la santé sexuelle, ça peut permettre, et c'est censé amener à vivre du plaisir. Et donc c'est vraiment un des sujets importants, et vous verrez, il y a plein d'ateliers, plein de propositions pour soutenir l'accès au plaisir de chacun, chacune. Cet accès au plaisir, ça veut dire qu'il faut pouvoir parler de plaisir aussi en éducation à la vie affective et sexuelle. Il faut pouvoir parler de plaisir aussi en termes de droit, en termes d'accès. C'est une vraie question d'autodétermination. Je peux choisir, je peux faire des choix qui m'amènent à avoir la vie que je veux et qui m'amènent à vivre du plaisir comme je veux. Après, bien sûr, dans la santé sexuelle, il n'y a pas que ça, et des fois ça se passe moins bien, et parce que toute cette question de droit, il faut aller parfois les chercher un peu avec les dents. Et donc c'est là où cette question de la justice sexuelle est vraiment importante. On a un ensemble de droits sexuels, et c'est important de pouvoir les défendre. On les a conquis, certains,
Il y en a d'autres qui restent encore à conquérir. Et c'est vraiment important de pouvoir défendre tout ça. Et je sais que mes collègues vont parler justement de tous ces droits sexuels à défendre, et notamment le fait de pouvoir accéder à tous les services de santé sexuelle, et aussi de pouvoir accéder correctement à la justice de manière respectueuse. Voilà. Je voulais vous parler aussi de quelques ressources, on va dire, qui sont sorties récemment et qui peuvent être vraiment intéressantes pour soutenir ces questions-là. Je voudrais vous parler du livre de Charlotte Puiseux et de Chiara Kahn qui s'appelle Plutôt vivre, et qui est vraiment un fabuleux petit livre manifeste sur toutes ces questions de validisme, de justice et de plaisir. Et puis le livre Venir au monde, de Johanna Soraya Benhamrouche et de Eva Luna Tolance, sur l'autonomie, la dignité des luttes pour une justice reproductive pour tous. Et ce, dans un cadre très intersectionnel, parce que, évidemment, les systèmes d'oppression, ils se surajoutent les uns aux autres. Et c'est important de pouvoir faire converger toutes les luttes pour pouvoir avancer. Voilà. Merci Nadia. Est-ce qu'il y a déjà des premières questions peut-être par rapport à ce qui vient d'être partagé? Des questions brûlantes ou des remarques? Sinon, vous la gardez pour juste après. On continue les échanges. Donc on a parlé de plaisir, de droit, et ça nous semblait difficile de parler de justice sexuelle sans évoquer la question des violences sexuelles, qui touchent quand même de façon disproportionnée, très très importante, en tout cas disproportionnée, les personnes en situation de handicap. Du coup, je vais passer la parole à Virginie Perret. Je te laisse te présenter également, et puis tu me dis quand est-ce qu'il faut cliquer sur la petite vidéo. Merci. Bonjour tout le monde et merci pour la traduction. Merci. Alors, je suis Virginie Perret, je suis la fondatrice de l'association Les Amis de Romy, une association qui sensibilise sur toutes les formes de violence, dans toutes les institutions, que ce soit dans les écoles, de la maternelle à la terminale, écoles sportives, les centres aérés, toutes les institutions, et les institutions dont les enfants en situation de handicap. Je suis formatrice sur toutes les formes de violence, dont je forme les professionnels de la santé, de la justice et tous les travailleurs sociaux, toutes les catégories sociales, à détecter les signes du bébé à l'adulte et tout ce qui est accueillir de la parole, et évidemment un volet très important sur la prévention, puisque je suis là aussi devant vous pour vous présenter le livre qu'on vient de sortir. C'est le premier livre de sensibilisation sur les violences sexuelles et sur l'inceste, de prévention, qui est mis en illustration, en audio, en braille, en langue des signes, en sous-titres, en audio-description, table de communication. Il y a tous les outils pour justement faire la prévention, et c'est un moyen de métacommunication, un échange entre les enfants, les ados, les adultes, avec les parents, les éducateurs, les professionnels, et notamment dans les institutions. Moi, ma particularité, c'est que je forme les professionnels sur le terrain. Donc je suis aussi en immersion, souvent dans les institutions ou dans les foyers. Donc j'apprends aux éducateurs aussi à écouter différemment et à voir différemment. Et grâce à ces outils que nous avons beaucoup de partenaires qui ont participé donc à ce livre-là, qui s'appelle Chut, c'est un secret. Donc ce livre-là, il y a dont Intime Agir PACA, Créal, PACA Corse, et beaucoup d'institutions. Le CIH, donc le Comité interministériel du handicap, nous soutient depuis le début. Le ministère aussi de l'enfance aussi. Il est vrai qu'il y avait une vraie demande sur la prévention des violences sexuelles dans le handicap. On a sorti le livre le 28 juin, on a fait la sortie nationale, et les livres sont déjà partis à La Réunion, Québec, Suisse, Belgique et dans toute la France. C'est une vraie demande. On savait, puisque je travaille depuis un moment avec les institutions dans le handicap, et je ne savais pas que c'était à ce point-là. Donc c'est vrai que c'est une histoire illustrée,
Mais on voit dans ce livre-là, c'est qu'il y a toute la palette de l'emprise, des mécanismes des victimes et des auteurs, de comprendre pourquoi ça se passe aussi dans le milieu familial, mais pas que. Donc il y a tout ce volet aussi de sensibilisation, ce volet de ce que c'est l'inceste. En fait, en France, on ne sait pas ce que c'est tellement tabou qu'on ne comprend pas. Et de nommer, donc il faut savoir que les enfants en situation de handicap, grâce au protocole, comprennent très très bien. Et le fait que nous sommes tous des professionnels, donc on formés, on est sur le terrain et on les accompagne directement. Dès que la parole est libérée, qu'il y a des signes qui nous interpellent, on est avec les professionnels directement. Je vais faire un petit peu des stats, pas très réjouissantes, mais les enfants en situation de handicap sont 4 à 6 fois plus touchés par les violences sexuelles. Les stats, c'est aussi 9 filles autistes sur 10 qui subissent des agressions sexuelles et des viols. Donc je sais très bien que dans l'Assemblée, quand on parle de ces sujets-là, c'est difficile. Et il est vrai qu'on en parle beaucoup maintenant dans les médias, mais il reste vraiment une vraie contrainte et de vrais protocoles qui sont mis en place sur le terrain. Donc c'est grâce à tous les partenaires avec qui on a travaillé. Ce livre-là, c'est un travail de 3 ans avec des collaborations avec les handicaps qui est assez extraordinaire. C'est pour ça que je mets en avant l'aventure humaine aussi de toutes ces personnes qui sont investies et qui ont fait de ce livre-là vraiment quelque chose de novateur. Je vais juste montrer, si vous voulez voir la langue des signes, donc, comme ça vous verrez déjà à quoi ça ressemble. Donc, voilà, Sandra va... Donc langue des signes avec les images. Ah. Romy aime beaucoup son grand frère. Il est gentil. La vidéo est plus rapide que le vidéoprojecteur. Voilà, on va vous montrer un extrait de la langue des signes. Leurs parents sont contents quand ils jouent ensemble. Ils ont l'air heureux. Un jour, pendant que ses parents et son petit frère préparent un gâteau dans la cuisine, le grand frère prend la main de Romy en l'entraînant vers sa chambre. Il lui dit tout bas: « Viens, on va faire un jeu rigolo. Chut, c'est un secret. » Romy se sent fière que son frère lui confie un secret. Le grand frère demande à Romy de s'allonger sur le lit pour jouer au docteur. Alors, elle s'allonge avec son doudou à côté. Son grand frère lui caresse les bras, le ventre, les jambes et met sa main sous sa robe en creuse ses cuisses. Romy est paralysée, car ça pique. Elle ne comprend pas ce nouveau jeu. Elle pense que tous les frères s'amusent de cette façon avec leur sœur. Depuis ce jour-là, le grand frère entraîne souvent Romy à jouer au docteur. Il lui répète à chaque fois: « Chut, c'est un secret. » Et à chaque fois, ça pique et ça fait mal.
toujours à se cacher pour ne pas que papa et maman les voient. Il l'amène dans le garage, dans le jardin, mais souvent dans sa chambre. Romy se sent triste. Elle ne veut plus jouer avec ses copines à l'école. Elle reste toute seule dans la cour. Romy a mal au ventre tout le temps et ne comprend pas pourquoi. Mais peut-être qu'elle n'aime pas jouer au docteur avec son frère. Mais comment en parler? À papa? À maman? Voilà, vous avez vu l'extrait, donc on voit vraiment, donc il y a quand même les dessins du livre, la première version. Donc vous avez la langue des signes et les sous-titres. Cet outil-là est déjà utilisé dans les écoles. On l'utilise parce que les enfants, tous les enfants, regardent. Donc ça déclenche différents stimuli chez les enfants. Donc ils sont peut-être plus sensibles à l'audio, à la langue des signes. Et du coup, c'est là qu'on observe les enfants pendant cette sensibilisation et qu'ils vont démontrer une gestuelle, une parole, un comportement. Et ça, du coup, ça fait écho à leur propre trauma et de dire « Ok, en fait, c'est ce que je vis, mais je n'avais pas compris ». Il faut savoir que ce livre de sensibilisation est un livre, comme je disais tout à l'heure, de métacommunication, donc avec les parents. Et les parents qui utilisent ce genre d'outils se rendent compte qu'eux aussi auraient pu vivre ça aussi enfant. Donc c'est aussi de mettre à plat aussi on va dire un côté systémique et transgénérationnel. Donc c'est assez intéressant de savoir aussi que les violences, elles sont partout, et malheureusement depuis longtemps. Mais alors j'ai un volet à part, c'est que je suis à l'Europe pour tout ce qui est cyberpédocriminalité. Donc je suis dans la coalition française où nous nous battons depuis 4 ans pour faire voter une réglementation européenne sur les contenus et tous les viols d'enfants. Donc ces contenus-là, il faut savoir qu'actuellement dans le monde entier, ils ne sont pas retirés. Il n'y a aucune réglementation. Donc nous nous battons justement pour les retirer. Pour l'instant, la France est plutôt mal positionnée. C'est bizarre. C'est assez étonnant. Et le problème, c'est que ces images-là, depuis notamment le confinement, ont explosé. Donc les enfants en situation de handicap sont beaucoup plus exposés. Ils se retrouvent ce qu'on appelle l'effet de grooming. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là. C'est la façon dont les prédateurs alpaguent les enfants sur les réseaux sociaux, les jeux en ligne et les messageries. C'est pour ça que l'on sensibilise dès la maternelle, parce que les enfants ont déjà des téléphones portables et des réseaux sociaux dans les mains. Donc quand on sensibilise, les enfants parlent pour la première fois qu'ils ont vu une image ou qu'ils ont été alpagués. Mais ils n'en parlent jamais. Il faut savoir qu'un enfant ne parle pas. Si un enfant par contre sent qu'il y a une personne de confiance, s'il se sent dans un espace où il est écouté, l'enfant parlera. Mais il faut qu'il se passe quelque chose derrière. C'est ça qui est important. Donc, ce qui est important aussi, c'est le côté pluridisciplinaire de travailler plein de, justement, comment d'imagerie, pour que justement on mette en place aussi des accompagnements très rapidement. Et surtout pour que ces enfants-là vivent le mieux possible et pas avec des traumas à vie et qui deviennent aussi des enfants agresseurs. Puisque les enfants agresseurs, la plupart du temps, à 92%, sont des enfants victimes de violences intrafamiliales. Voilà. Je suis désolée d'avoir plombé la journée. Voilà. Et donc, je vous remercie aussi de faire, de parler de tous ces sujets-là aussi à travers, quand vous êtes en famille, que n'hésitez pas à en parler. Vous allez voir que des fois, les personnes, les enfants n'attendent que ça, de libérer la parole. Et ensuite, après, vous avez des soutiens, vous avez des gens comme nous, les amis de Romy. Nous, on fait toute la région PACA, mais on est une écoute aussi. Donc là, depuis la rentrée, j'ai passé énormément de temps. J'étais encore ce matin avec une école, parce qu'on est là en soutien. On est là avec les directeurs d'école, avec l'équipe pédagogique, pour justement ne pas les lâcher. Et c'est ça qu'ils ont besoin. Donc c'est vraiment un accompagnement qui est très, très complémentaire. Et on n'est pas là pour aller mettre les gens en prison ou quoi que ce soit. C'est aussi d'accompagner les auteurs pour qu'ils évitent de récidiver. Et que ces auteurs-là aussi ont besoin d'aide. Donc ça aussi, c'est assez tabou en France, mais tant qu'on n'aura pas compris ça, dans les écoles, dont le harcèlement scolaire qui explose, mais il faut comprendre que ce harcèlement, c'est juste un continuum de violence, et que si on ne comprend pas la dimension familiale et violences intrafamiliales, on n'y arrivera pas. Donc nous, on est pour prôner à travailler main dans la main avec l'éducation nationale notamment. Merci. Merci Virginie. On continue. Merci pour ce point. Effectivement, c'est pas facile de poursuivre et de reprendre derrière. Une question ou une remarque.
Bonjour à chacun, chacune. Je suis une personne sourde, j'utilise la langue ici française et je m'exprime par le truchement d'une interprète aujourd'hui. Vous avez mis à disposition 2 interprètes pour cette conférence historique. Merci infiniment. Je suis une personne sourde, très récemment retraitée. Je travaillais jusqu'à présent au pôle d'unité d'accueil de soins en langue des signes française à la Conception, à Marseille plus précisément. Ce sont des pôles qui existent au national. Une trentaine de pôles existent maintenant en France. Vous dire principalement, oui, quand on cible la violence faite sur ces enfants, sur les enfants. Moi, j'avais déjà été invitée, convoquée au tribunal, face à des professionnels entendants et des interprètes, où des professionnels sourds ont permis, justement, de libérer la parole, de permettre cet espace, effectivement, que vous évoquez, de confiance, de pouvoir exprimer, de prendre parole. Souvent, les personnes sourdes se trouvent face à des interprètes ou des professionnels entendants. C'est difficile de céder à cela, de pouvoir librement s'exprimer. Quand on est face à un père, c'est beaucoup plus facile de se mettre au diapason et de pouvoir vraiment se libérer de cela. Face à un professionnel sourd, par le truchement d'un interprète ou pas. Mais c'est important, les professionnels sourds, leurs places sont importantes, et également la place des interprètes diplômés. Et ça, c'est important, parce que pour tout ce qui est justement à l'Europe, pour penser aussi à inviter des citoyens sourds avec des interprètes mis à disposition pour que chacun et chacune puisse vraiment s'exprimer. Moi, j'ai vécu cette expérience vraiment de façon très positive, pour vraiment avoir vécu cela. Vraiment, oui, c'est ce qui permet de libérer la parole dans certains contextes. Une petite question pour revenir tout à l'heure au validisme. Est-ce que vous avez des personnes sourdes qui sont autour de vous dans des sphères comme ça, la Fédération nationale des sourds de France par exemple, qui travaillent autour de ces notions avec vous en France? Le comité de santé a été suspendu. Est-ce que, moi j'espère, est-ce que voilà, vous interpellez des personnes, ou est-ce que moi éventuellement je serais prêt à m'installer, voilà, j'ai pendant très longtemps été au comité de la santé et je continue à y travailler. Je serais bénévolement très heureux de pouvoir participer et échanger avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup pour votre intervention et merci beaucoup pour votre question. Effectivement, au sein des dévalideuses, il y a des personnes avec toutes sortes de conditions. Dans cette association, c'est une association qui se veut en non-mixité, donc on n'est que des personnes handies. L'idée, c'est que justement la parole et l'expression ne soient pas captées par des personnes valides et que ce soit que des personnes handies qui s'expriment sur le handicap. Très souvent, on travaille avec des associations de personnes sourdes, notamment on travaille beaucoup avec l'association Main Paillettes aussi pour tout ce qui est accessibilisation des espaces festifs aussi, et pour le plaidoyer aussi, et sinon bienvenue, évidemment bienvenue si vous voulez mettre la main à la pâte aussi pour porter ces questions de plaidoyer, notamment on a été invité par le Conseil de l'Europe pour travailler sur la Convention d'Istanbul sur les violences sexistes et sexuelles, et justement pour pouvoir porter cette parole du point de vue des personnes handies pour une meilleure prise en charge, pour un meilleur accompagnement et notamment une meilleure formation et présence de personnes handies dans les commissariats, dans la justice, etc. Et donc, bienvenue quand vous voulez, le débat. Merci. Je vous propose de poursuivre les échanges. Je suis inquiète du temps qui passe, mais voilà, je parle sous le contrôle néanmoins bienveillant des collègues. Voilà, donc on a parlé effectivement de l'enjeu d'une prévention précoce le plus tôt possible des violences sexuelles.
Prévenir, c'est pas seulement protéger, c'est aussi éduquer au plaisir, on en a parlé, éduquer au consentement notamment. Et c'est, ça vient à toi Carole, t'as vu un peu. C'est là que les séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, les EVARS, si vous avez déjà entendu cet autre acronyme, jouent un rôle essentiel. Et du coup, je donne la parole à Carole Blanchard. Bonjour, merci. Donc, je m'appelle Carole Blanchard, je suis directrice adjointe du planning familial des Bouches-du-Rhône. Je suis aussi membre du bureau de la Fédération régionale du planning familial. Donc, ça regroupe des associations du planning dans tous les départements de la région PACA. Et il y a 90, je crois, planning familial en France. Donc, il y en a à peu près un dans chaque département. Du coup, je représente... moi, je suis directrice adjointe, donc je ne suis pas en contact direct au quotidien, mais je représente des collègues conseillères et conjugales et familiales qui font de la formation, des entretiens individuels, des animations collectives, et également nos médecins, les sages-femmes qui travaillent dans les centres de santé sexuelle. Il y en a un dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, donc Toulon, Marseille et Avignon. Donc Sandra m'a demandé de vous expliquer ce qu'étaient les séances d'EVARS, d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc, on parle de tout cet acronyme pour englober les séances qui se font avec les enfants, les adolescents et les adultes. Mais il faut savoir que quand on est avec des plus petits, maternelle, primaire, on va parler essentiellement de vie affective et de vie relationnelle. Ce type d'intervention, il est structuré dans le milieu scolaire et il est même obligatoire depuis 2003, avec 3 séances par chaque année par niveau de classe. On a depuis septembre un programme, c'est-à-dire que les enseignants ont maintenant un programme comme un programme de maths, comme un programme de français. Ils savent qu'avec leur classe d'âge, donc avec leur classe de CM2, leur classe de 4e, ils doivent aborder 3 fois dans l'année un certain nombre de sujets, de thématiques. Ce programme, il est là parce que depuis 22 ans qu'il y avait cette loi, elle était de manière inéquitablement réalisée sur le territoire. Il y a des établissements qui mettaient en œuvre cette séance, 1 fois, 2 fois, d'autres qui ne mettaient pas du tout en place. Et si je faisais un sondage là à main levée de qui a bénéficié d'une séance d'EVARS, qu'il soit enfant, adolescent ou adulte, on peut faire le test, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de mains levées. On a peut-être des souvenirs tous de profs d'SVT ayant fait des petites démonstrations un peu maladroites avec un préservatif posé dans le coin ou un schéma des trompes et d'un utérus dont on ne savait pas trop où c'est que c'était et à quoi ça servait. Donc voilà, les séances d'EVARS, c'est fait pour parler de ces choses-là, mais de manière un peu plus complète et un peu plus pédagogique aussi. Donc je vous l'ai dit, ça se passait en milieu scolaire, mais ça peut se passer aussi dans les structures du planning familial, par exemple, où on peut accueillir les personnes directement dans nos locaux. Ça permet de faire le lien souvent avec la consultation individuelle. Donc une fois que les personnes sont là, elles peuvent à la fois bénéficier d'une discussion collective, mais aussi de voir et de ressentir ce qui se passe dans ce lieu-là. C'est quoi un cabinet gynécologique, c'est quoi un salon d'écoute. Et on fait également des interventions donc dans les établissements culturels, sociaux, médico-sociaux, et dans un certain nombre de structures qui accueillent des personnes en situation de handicap de différents types. Je parle un peu vite, donc peut-être que vous me dites si je vais essayer de parler plus doucement, je me dis. Donc, comme je vous disais, il y a cette approche très descendante scolaire qu'on a pu avoir, mais l'EVARS, c'est d'abord une approche globale et positive. C'est explorer toutes les dimensions affectives, relationnelles et biologiques d'une vie relationnelle et sexuelle. Dans la méthode, c'est toujours ouvrir un espace de discussion, partir des connaissances des personnes. C'est ce qui se différencie avec un cours de maths, par exemple, qui peut être assez descendant. Là, on va partir de ce que connaissent les personnes et donc de leur vocabulaire. Et ça va permettre, par rapport à ce vocabulaire,
de compléter avec d'autres notions, avec des mots, des vocabulaires peut-être plus justes et adaptés avec le sujet dont la personne voulait parler. Et c'est aussi sur la base d'outils. Donc vous avez vu là, moi je me suis promenée sur les stands, il y a plein d'outils qui existent. C'est des outils qui peuvent permettre donc de favoriser les échanges et la prise de parole. Donc l'idée, c'est dans les objectifs d'une séance, au-delà de l'information, ça va être aussi de repérer les lieux et de repérer tout ce qui s'agit de discrimination et de violence. Donc c'est donner la capacité à avoir un regard et de définir ce qui est possible, ce qui est légal et ce qui devrait être interdit et que je vois qui se passe. On questionne aussi dans ces séances, on amène le questionnement des représentations. Donc, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure aussi. Qu'est-ce qui appartient à la réalité? Qu'est-ce qui appartient à quelque chose qui est reproduit dans la société, dans les médias, dans les familles, de manière un peu à chaque génération, sans jamais que ce soit discuté. Donc peut-être que voilà, pour reformuler de manière condensée une séance, il va y avoir des séances où on va parler de moi, comment moi je suis, quel est mon corps, quelles sont mes émotions, moi et les autres, donc comment je suis en relation avec l'autre, c'est quoi les règles de la relation à deux, dans un groupe, quand il y a de l'affection, quand il y a de l'amour, et ça va être le troisième thème, moi et la société. Donc quand je suis dans une institution, quand je suis dans la rue, quand je suis dans une école, en entreprise, dans l'emploi. Donc voilà, le monde autour de soi. Et comme disait tout à l'heure Virginie, c'est aussi travailler le consentement, l'usage des réseaux sociaux, l'usage du numérique et des discriminations. Sandra m'avait demandé si c'était assez développé aujourd'hui. Donc ces séances, elles sont obligatoires en milieu scolaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soustraire un enfant de cette séance-là, mais elles sont juste recommandées au sein des établissements médico-sociaux. Donc déjà que c'est peu fait quand c'est obligatoire, alors quand c'est fortement recommandé, c'est pas forcément mieux fait. Et donc c'est effectivement pas souvent abordé. On le voit aussi en milieu ordinaire, c'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, là je peux vous donner une anecdote au niveau du planning 13, on intervient dans un collège où il y a une classe Ulysse, donc avec des enfants en situation de handicap, et ça a été... cette intervention a été annulée parce que c'était plus compliqué de l'organiser pour ces enfants-là et puis c'était pas forcément la priorité. Donc voilà, il y a d'autres, quand même c'est en milieu ordinaire ou c'est obligatoire, la mise en œuvre peut être plus compliquée aussi. C'est compliqué donc, pour des difficultés organisationnelles, parce que c'est pas prioritaire. Parce qu'il n'y a pas de budget orienté aussi. C'est-à-dire que les financements de ces interventions, elles le sont en milieu scolaire ordinaire, mais dans les établissements, c'est dans leur budget de fonctionnement. Donc on a des établissements qui sont très proactifs, donc ça fait partie de leur projet social, éducatif, et puis pour d'autres, ça l'est moins. Donc c'est toujours des priorisations et des arbitrages. Et puis il y a aussi tout ce qui, vous l'avez dit, les représentations, les peurs, les préjugés. Donc parce que voilà, quand on ouvre le couvercle, on ne sait pas ce qu'on va entendre, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est pour ça que le faire en étant accompagné d'un professionnel, souvent ça rassure la famille, ça rassure les institutions, parce que l'animateur va être en capacité de recevoir la parole et d'en faire quelque chose. Je ne sais pas le temps. C'est bon? Allez. Une minute. Peut-être que voilà, tu m'avais dit, est-ce qu'on sait ce qui se passe quand il n'y a pas d'éducation à la vie affective et sexuelle qui est faite? Donc, quand les personnes n'ont pas reçu cette éducation à la vie affective, c'est déjà une discrimination, une violence.
Et ça génère des peurs, ça peut générer des comportements agressifs envers soi, envers les autres, parce qu'on ne comprend pas nos émotions, on ne comprend pas les émotions de l'autre, on ne comprend pas ses besoins. Ça peut amener aussi les personnes à prendre plus de risques, parce que du coup, des risques pour sa santé, des risques pour la santé de l'autre, parce qu'on a une méconnaissance du fonctionnement, et donc ça induit des mauvaises représentations de ce que c'est la sexualité. On a des repères qui n'ont pas été créés par la personne elle-même. Voilà. Et donc après, voilà, si vous avez des questions plus sur le contenu d'une séance, son déroulé, comment elles sont animées, j'y répondrai. Il y a plein de merci Carole, déjà. Merci. Il y a beaucoup de questions, effectivement. Enfin, je pense aussi sur la question de comment associer les familles, par exemple, comment autour de cette dynamique-là aussi. Donc c'est très très large et peut-être que ça sera repris dans d'autres tables rondes aussi thématiques, puisque ça recouvre, tu l'as dit, hein, c'est un spectre très large en fait d'informations, mais pas que, d'expression aussi, de lieux d'expression ouverts pour les personnes. Donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, pardon, je parle vite aussi, c'est une éducation à l'autonomie, enfin c'est l'enjeu de favoriser l'autonomie des personnes, leur choix et leur propre projection dans la vie. Du coup je me tourne vers Agnès qui va conclure, qu'on n'a pas entendu jusque-là, sur la suite, sur l'éventuel projet de parentalité, le désir de parentalité des personnes en situation de handicap. Bonjour à tous, merci pour la traduction et merci pour la parole et merci pour la présentation tout à l'heure, parce que c'est pas sans savoir qu'on se retrouve beaucoup sur ces questionnements sur les questions de parentalité. Alors bien que le sujet ait été inversé, c'est tout à fait le discours que nous avons au comité parentalité des personnes en situation de handicap, dont je suis la porte-parole aujourd'hui. Le comité parentalité, c'est un comité qui rassemble plusieurs associations du champ du handicap, qui rassemble aussi des services hospitaliers spécialisés dans l'accueil du désir de parentalité et le suivi de la parentalité des personnes en situation de handicap comme la PHP, mais aussi le premier service d'accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap, vous avez vu que moi je le fais bien, de Paris, du Caire, et puis le Crévadis. Enfin voilà, on est très nombreuses à militer depuis plusieurs années sur le sujet de la parentalité, de du désir de parentalité, c'est-à-dire comment on permet à un jeune de se projeter dans une vie d'adulte et plus tard dans un désir de parentalité, puis dans une parentalité accomplie. On a donc mis en place plusieurs fois des colloques où on a la particularité, nous, de faire des colloques où on mélange les professionnels, les politiques et les personnes concernées, parce qu'on estime que si on ne se parle pas tous ensemble, on peut très bien monter des projets chacun dans son coin, mais ça ne sera jamais à la hauteur de ce que chacun a besoin. On travaille aussi beaucoup sur quel type de formation les professionnels du champ médical et du champ paramédical et du champ social et éducatif ont besoin pour accompagner les parents en situation de handicap. Comme vous l'avez compris, on ne parle pas, nous, que de la grossesse, du début du couple, mais bien entendu de la vie parentale jusqu'à la mort du parent. Puisqu'on est parent jusqu'au bout de sa vie, un jour on devient grand-parent, et qu'est-ce qu'on fait quand on devient grand-parent et qu'on est en situation de handicap? Il y en a beaucoup. On parle beaucoup, nous aussi, des parents avec tous les types de handicap, puisque comme vous l'avez compris, on représente tous les champs. Et on travaille beaucoup en fait pour que le droit commun s'applique pour chacun et que demain on n'ait plus besoin de droits spécifiques pour les parents en situation de handicap. Donc vous voyez, on panel et on parle beaucoup de choses. Moi là aujourd'hui, par rapport aux sujets qui ont été développés, je voudrais beaucoup insister sur le fait que quand on devient parent, on a des enfants, et les enfants, quelle est leur place dans cette parentalité quand les parents sont en situation de handicap et qu'ils ont besoin d'aide.
quelle est la place de l'enfant? Est-ce que l'enfant doit être l'aidant de ses parents? C'est des questions que nous on se pose, et lors de notre dernier colloque, nous avons été beaucoup interpellés sur ce sujet. Nous avions fait une table ronde sur le sujet, donc je vous inviterai à aller voir les actes qui sont sur notre site. Malheureusement, on ne les a pas en impression, mais ça va arriver bientôt. Petit problème. Et puis, beaucoup aussi sur comment on parle avec nos enfants qui ont, selon le type de handicap, et plus souvent par rapport au type de quand le handicap physique est très important, ont des corps différents. Comment on parle de ce corps différent, de ce corps que les enfants sont amenés à voir, parce qu'il y a des intervenants qui ne font pas toujours attention, que les parents peuvent être lavés devant leurs propres enfants, qu'on ne ferme pas les portes, qu'il y a des problèmes de continence. L'incontinence, c'est tous ces sujets-là qu'on aborde. C'est comment on va accompagner les enfants dans ce besoin de connaître la différence entre leur propre corps, leur propre évolution à eux par rapport à leur sexualité. Et ça, c'est vraiment ce qu'elle disait par rapport à les VARST, c'est très très important. Mais dans les VARST, on ne parle pas justement de ces corps différents, du corps de l'autre qui est si différent. Et pourtant, voilà, donc vous voyez qu'on aborde des sujets très très importants. Donc je vous invite à aller sur la table ronde de la parentalité demain, parce que demain, j'aurai plus le temps de parler de tous ces sujets-là. Mais voilà, on est vraiment sur des sujets très vastes, sur les violences dans le couple, sur les violences dans les établissements, et aussi comment on accompagne la parentalité des parents qui sont institutionnalisés. Parce que souvent, quand on parle de parentalité, de handicap et de désir, on va parler des personnes qui sont en situation de handicap depuis leur naissance ou qui l'ont acquis très tôt dans leur enfance, et on parle de leur projet de parents, de façon de se construire. Sauf qu'on oublie que 80% des parents en situation de handicap, ce sont des parents qui ont eu des enfants dans une vie avant l'accident, avant la maladie grave et avant donc l'arrivée du handicap. Et c'est comment, une fois qu'on est parent, on continue à construire sa vie de parent, quelle place on a, et si on a besoin d'être dans une institution, quelle place l'institution fait à la parentalité. Donc voilà, beaucoup de sujets. Donc si vous avez envie d'en discuter, nous avons un stand, et voilà, on est prêt à échanger avec vous. Merci beaucoup, merci à chacune pour vos interventions. On a parlé de plein de choses. Là, j'étais embarquée sur toutes les questions que ça m'appelait, et je ne vais pas faire un mot à ce stade de conclusion. Je m'en sentirais bien incapable. Est-ce que dans la salle, les personnes souhaitent poser des questions, exprimer des réactions, des retours, des commentaires? Alors j'ai écouté ce que vous disiez, effectivement, je suis complètement d'accord. Par exemple, un parent de famille entendante qui a un enfant sourd, on l'entend. Mais très souvent, des parents sourds qui ont un enfant entendant, dans le cadre médical, les médecins ou autres vont s'interpeller directement l'enfant plutôt que de s'adresser aux parents. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est inadmissible. Il y a quelque chose qu'il faut changer de cet ordre-là. Alors très souvent, comme on ne sait pas communiquer avec ses parents sourds, on va s'adresser à ce qui est plus facile, à ce qui est l'enfant. Et l'enfant, il n'est pas du tout responsable, il n'a pas à gérer ses parents qui sont adultes, et finalement, il n'est plus à sa place d'enfant. Et ça, c'est des témoignages qu'on a eus et qu'on vit au quotidien, que ce soit des parents sourds qui méritent là-dessus en disant, mais laissez notre enfant à sa place d'enfant et communiquer avec nous. Il y a la loi, il y a l'accessibilité, il y a les interprètes, il y a toujours des solutions. Voilà, petit témoignage. Voilà. Je dois partir là, mais je serai là demain avec plaisir. Merci. Merci pour votre retour. Est-ce que d'autres personnes dans la salle, oui, veulent, je ne sais pas si... Oui, mais c'est toi qui fais circuler le micro, Cécile. Parce que je crois qu'on n'a que 2 micros. Oui, il y a l'autre. C'est ça, c'est ça.
commentaire sur le film qui m'a. Enfin, sur la série qui m'a agréablement surpris. Enfin, je trouve pas les mots, mais c'est. Voilà, et c'est. Moi, je suis bénévole dans plusieurs associations à l'appel handicap, et c'est ces petites choses-là qui peuvent faire avancer le regard de la société face à nous, personnes en situation de handicap. Une autre question? Je sais pas, au niveau du timing, on a jusqu'à quelle heure? La finale partie, toute la nuit. On a dépassé les 4 minutes 50, je crois. Bon, moi je voulais juste, avant de clôturer, de vous laisser aller sur les ateliers, de profiter des ateliers. J'ai entendu tous vos témoignages, et c'est vrai que nous, à l'ARI, on est plutôt dans le handicap, avec un handicap mental. Et du coup, on a vraiment une forte pression au niveau des familles. Et à chaque fois qu'on doit traiter cette question-là, il y a quand même la place des familles qui intervient. Et nous, souvent, on n'a pas les outils, ou on ne sait pas trop comment aborder la question, cette question-là de la vie affective et sexuelle dans nos établissements, parce qu'on se dit, on fait quoi, quelle porte d'entrée, comment on peut travailler. Donc le planning familial, vous intervenez sur certains de nos établissements. Après, on a travaillé avec d'autres associations pour faire des groupes de parole. Mais souvent, moi je suis contente qu'on puisse se réunir pour voir un petit peu qui fait quoi et comment on peut s'entraider sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que la question de la parentalité est complètement différente. Avec Nassima, on a souvent des discussions intéressantes là-dessus sur le public accueilli à l'APF et le public accueilli à l'ARI. Et je pense que, j'espère qu'aux prochaines tables rondes, on pourra échanger sur ces sujets-là. Voilà. Pour un mot de la fin. Oui, même pas un mot de la fin, c'était une auto-promo, une petite publicité. On peut se retrouver, si vous le souhaitez, dans 20 minutes pour un atelier de tantra. On a parlé de plaisir tout à l'heure, et donc on vous propose une petite exploration sur les questions de plaisir et de désir à 16h avec le labo de vie. Merci, voilà, plein de propositions pendant ces 3 jours de salon. Donc on va conclure là. Merci à chacune et chacun pour votre présence, votre implication, vos questions et vos remarques et votre attention. Et bon salon à toutes et tous. Oui, alors ça va. Non, mais